Bonjour à tous, bienvenue dans Tomorrow Food. Aujourd'hui, on accueille Norman de Street Bangkok. Salut Norman. Salut à tous. Comment ça va? Bah ça va. Écoute, je suis ravi de t'avoir avec nous sur le plateau. Norman, tu es quand même un entrepreneur qui a fait sa place à Paris aujourd'hui. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours. Comment tu as fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Commencer par le début, c'est de parler un petit peu de moi déjà. Formation hôtelière, euh, bourlinguer un petit peu en stage à travers le monde, travailler aux États-Unis, travailler surtout dans l'hôtellerie au début et la restauration. À la fin de mes études hôtelières, je suis parti travailler en Chine pendant 2 ans où j'ai Quelle travaillé. drôle d'idée. À l'époque, ouais. Mais bon, c'était grosse expérience. Je suis parti travailler pour un milliardaire chinois en Chine, où finalement j'ai monté des concepts de food avec lui pendant 2 ans. Euh, j'ai monté des karaokés, des boulangeries françaises, etc. J'étais un peu sa signature française en Chine. Donc voilà. Donc c'était assez cool, l'expérience surprenante, découverte d'un pays complètement différent. Mhm. Tous mes codes sont un peu brisés. Puis j'ai découvert une autre façon de consommer la nourriture sous différentes formes, assez surprenant. Au bout de 2 ans, je me suis dit qu'il me manquait un peu de compétences techniques, je pense, pour évoluer dans ce métier ou un peu plus loin. On me parlait d'EBITDA, on me parlait de trucs que je pigeais que dalle. Oui, parce que du coup, dans le cadre de ta collaboration avec ce fameux milliardaire chinois, tu étais plutôt sur la partie business ou la partie opérationnelle? J'étais à la partie super opérationnelle. Ok. J'étais un peu sur la partie aussi conceptuelle, créative, mais sur la partie opérationnelle, ça veut dire la formation, des trucs, du produit et tout. Mais il m'avait dit, va faire un MBA en Europe et tu reviens et on fera d'autres trucs. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai passé les concours pour l'ESSEC en Chine, le GMAT. Sauf que j'avais aucun blé, quoi. Donc fallait que quelqu'un me sponsorise. Il m'a dit qu'il me payait les études, donc j'arrive à l'ESSEC. Puis il y a la loi anti-corruption qui arrive en Chine. Et j'ai plus trop eu de nouvelles après. Ah la vache. Ouais. Et donc après, j'étais pris à l'ESSEC, mais il fallait que je trouve quelqu'un pour le payer. Donc je suis allé voir Groupe Accor. Ouais. Donc je travaillais en apprentissage chez eux pendant 2 ans. Et donc 2 ans Pullman Tour Eiffel, à Paris. Belle formation, Pullman. Ah oui. Donc ça m'a définitivement vacciné sur ce que je voulais pas faire dans la vie. Donc je me suis dit, soit t'as les couilles de créer ton truc. Donc voilà, donc vachement intéressant les SEC. Finalement, je suis passé la plupart du temps chez SEC Venture, qui est l'espèce d'incubateur des startups. Donc cool, j'ai commencé à monter mon projet au début, c'était un peu de la rigolade, puis il fait le boule de neige. C'est arrivé et puis j'ai commencé à avoir vraiment les mains dedans quand ils m'ont donné mon premier chèque pour ouvrir Street Bangkok. Ah Donc, ouais. Et du coup, sur la partie food, comment ça s'est passé? T'as fait un peu de R&D, j'ai travaillé en Chine pendant longtemps, donc finalement il y a une grande influence de la cuisine thaïlandaise qui vient de la Chine, et vice-versa sur certains points. Puis j'avais mon père qui habitait depuis longtemps en Thaïlande, donc finalement la cuisine je la connaissais un peu. C'est sûr qu'il fallait des recettes authentiques, traditionnelles et tout, donc on a travaillé avec des chefs thaïlandais, pas mal. Donc voilà au niveau food. J'avais 25 ans, donc commencer le premier projet de façon un peu à l'arrache, mais monter le premier restaurant au Canal Saint-Martin. Il n'y avait pas de vision à ce moment-là, c'était surtout, je voulais monter et voir ce qui se passe. Donc on a monté le premier restaurant avec des recettes traditionnelles thaï, des grillades, des plats qui peuvent sortir assez rapidement, et finalement dans une ambiance complètement décontractée. À l'époque, je trouvais ce qui se faisait en nourriture asiatique, bon, ça a bien changé depuis, mais correspondait pas du tout à l'Asie, quoi. Donc pas du tout même à la façon de consommer la nourriture. Voilà. Donc on a monté une cantine très ouverte, emportée sur place, avec un bon rapport qualité-prix et des goûts qui trichaient pas. Ça veut dire le piment, les produits, ce genre de choses. Oui, on connaît tous les piments de Street Bangkok, hein, pour ceux qui ont déjà goûté. Ouais. Même malheureusement, ou je sais pas, avec l'âge on s'est un peu assagi, donc il y a des options. À l'époque, Il n'y avait pas d'option. j'étais assez téméraire et
c'était juste très pimenté. Merci pour le Palais des Parisiens en tout cas. De rien. Ok, donc premier établissement. Ouais. Ensuite, comment ça se passe? Premier établissement, ça se passe bien. Je pense que sur le marché, sur le marché de la restauration à l'époque, un peu novateur, ce genre de nourriture. Belle première année, ça marche bien, donc on décide d'en ouvrir un deuxième. On a toujours ciblé des quartiers un peu rock, un peu qui bougent, quoi. Donc on décide d'ouvrir au 13 rue de la Roquette, à Bastille, le deuxième. Donc quartier de punk à chien, donc assez industriel, voilà. Donc on ouvre le deuxième. Et puis là, le concept était finalement vite. J'ai un peu observé le marché de la restauration. Je me suis dit, on ne pouvait pas faire une chaîne et juste dupliquer. De un, ça ne m'amusait pas du tout. Donc j'étais toujours dans une espèce de recherche un peu créative sur le marché taille. Et finalement, il est assez ouvert. Ils font pas mal de choses différentes finalement au niveau de nourriture. On décide d'ouvrir Bastille. Un peu différent de Canal, mais pas tout à fait. Je pense qu'on n'avait pas encore les armes pour faire vraiment différemment. On était vraiment... j'ai monté Street Bangkok à 1 euro et on ne pouvait pas prendre des millions de risques au début. Donc on ouvre le deuxième, une cantine un peu plus grande, des process de cuisson un peu différemment. On a travaillé avec des bonnes collabs de chefs à l'époque. Voilà, et puis ça prend bien. Et finalement, au bout de la deuxième boutique, je me dis que c'est cool. Je commence à voir des concepts fleurir et des concepts de restaurateurs chinois qui commencent à se dire que Street Bangkok, c'est le bon filon. Donc ils commencent à produire des Street Bangkok bis, une franchise non admise, on va dire. Je me dis que donc il faut un gros changement. Je me dis qu'il faut qu'on aille sur un autre typologie de plat, etc. Donc pour ça, je repars en Thaïlande. J'essaye de trouver une cuisine là-bas avec un chef sur lequel je pouvais aller assez régulièrement pour échanger sur la cuisine thaïlandaise et finalement et se renouveler, parce que je me dis que la barrière à l'entrée finalement de Street Bangkok numéro 1 était facile finalement, des grillades, des salades et tout, c'était pas à portée de tout le monde. Donc en partant là-bas, je me dis finalement, c'est quoi pour toi, mon baladant dans les rues, et c'est quoi pour toi quelque chose d'emblématique asiatique et où on essaie de pousser la technicité un peu plus loin, c'est finalement la rôtisserie. Donc c'est une énorme signature asiatique, canard laqué, poitrine de porc croustillante, porc laqué, etc. Je me dis putain, c'est ça qu'on doit faire, tu vois. Après, je regarde un peu, on regarde les recettes, on travaille avec un nouveau chef, Jeff Claudio, il m'a dit que j'étais un malade mental de devoir aller sur ce marché-là parce que c'était compliqué, mais il s'est dit bon, commencer à travailler ensemble, je lui donne les recettes et puis ça ira. Assez rapidement, au bout de 2 restaurants, je me dis que si on veut produire de la nourriture asiatique de qualité, de la rôtisserie, il faut savoir que toutes les viandes que vous faites, c'est 4 jours à l'avance qu'il faut le faire. Ouais. Donc ça demande beaucoup de place, beaucoup de technique, etc. Je me dis que c'est plus possible dans nos petites cuisines et qu'il faut qu'on déporte la production. Pour avoir plus de calme pour travailler, travailler avec d'autres typologies de personnel, peut-être plus de mères de famille ou etc., pouvoir travailler du lundi au vendredi de façon plus cool et pouvoir apporter plus de technicité à notre cuisine. Donc on avait acheté le restaurant d'Étienne Marcel vers Châtelet et je vais voir le banquier, il me dit tu ouvres quand? Je dis j'ouvre plus. Il me dit qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis non, juste tu me rallonges 200 000, j'achète une cuisine centrale et maintenant on ouvre. Et alors? Et alors il l'a fait aussi. Et donc on a ouvert la rôtisserie, ça a super bien pris, c'est vraiment une belle marque. Ça reste une sous-marque de Street Bangkok, où c'est Street Bangkok et c'est une signature roast and beer finalement. On a fait les canards laqués, les poitrines de porc croustillantes, etc. et tout. Et voilà, donc on a ouvert Étienne Marcel. Après, s'en est suivi Odéon, Poissonnière. Bon, je ne vais pas faire toute la vie de toutes les marques, mais après, on a décidé de s'orienter sur 4 grands créneaux. Finalement, chez Street Bangkok, c'était le grill and beer, cantine thaï traditionnelle, finalement. Le roast and beer, notre rôtisserie. Le rice and noodle, c'est une marque aussi bien sur place à Odéon qu'en livraison. Et c'était assez straight, c'était du riz et des nouilles de façon rapide et savoureuse. C'est la base de la cuisine thaï, c'est un assemblage rapide avec punch in the face, ça veut dire avec beaucoup de caractère. Et voilà, donc on a lancé la marque Rice and Noodle et on a lancé le Fry and Beer, qui est notre poulet frit. Le fameux Fry and Beer qui a beaucoup fait parler à Paris.
Ouais, surtout pendant le confinement. On a eu la drôle d'idée de l'ouvrir 1 mois et demi avant le confinement. Fry and Beer, donc culture poulet frit en Asie était terriblement forte. On s'est un peu cherché sur cette marque, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a sorti notre poulet frit et aujourd'hui on l'a accompagné finalement enrobé de plein de produits thaï autour. Parce que poulet frit en Thaïlande, c'est poulet frit rigoulé en salade de papaye. Finalement, la balance parfaite. Voilà, et on s'est permis des petits trucs différents pendant le confinement, un burger de poulet frit, ce genre de choses assez marrantes. Donc voilà, on a ces 4 marques aujourd'hui qui nous permettent d'être sur pas mal de créneaux, de targeter, même pas forcément targeter, mais de faire plaisir à pas mal de populations différentes. Voilà, donc le groupe Street avant tout aujourd'hui, c'est un groupe de production de nourriture qui sait s'adapter à différentes méthodes de cuisson. On a des cuisines en Thaïlande avec des chefs là-bas. On a notre chef groupe, Jeff Claudio, qui travaille avec nous sur la technicité finalement de tous ces éléments de cuisson. Et puis voilà un petit peu ce qu'on est. Donc aujourd'hui, c'est 8 établissements, avec un qui va ouvrir, qui est à Pigalle, qui sera notre deuxième rôtisserie. La rôtisserie la plus cochonne de Paris, on dit. Pigalle. Bien dit. Franchement, pas mal. Surtout à Pigalle, ça fonctionne très bien. Je l'ai bien préparé, celle-ci. Et voilà, donc c'est 8 établissements et c'est 125 salariés. Voilà, du coup, j'allais te poser la question parce que déjà depuis le début, tu dis on. Et, j'aimerais savoir comment est-ce que simplement, tu as commencé à t'entourer, comment tu t'es structuré finalement entre j'ouvre un premier établissement, puis un deuxième, et aujourd'hui, j'ai un groupe de 125 salariés avec un labo de prod, avec plein de problématiques. Est-ce que tu as une équipe, un back-office Comment tu peux nous parler un petit peu de ça ? Parce que c'est jamais jeu pour moi, l'entrepreneuriat. J'ai commencé tout seul, malgré tout, à entreprendre, par choix ou par défaut, un peu des deux. Déjà à 25 ans, on ne connaît pas grand-chose à entreprendre, mais j'avais une idée assez forte et je ne pense pas que j'étais prêt à partager l'idée au début. Par contre, ce que je suis prêt à partager, c'est toutes les compétences qu'on amène dans la boîte et qui sont indispensables. Mais ça va, on a un directeur de production qui s'occupe de la cuisine centrale, on a des super chefs. Aujourd'hui, je pense que 60% du groupe Street Bangkok, c'est des Asiatiques, des Thaïlandais. Donc voilà, c'est parce qu'on a aussi des investisseurs bienveillants. Je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, bien sûr. Dans la food. Non, on a un microcosme qui commence à se créer, qui se développe au fur et à mesure. On a des gens qui arrivent super performants aussi pour développer le groupe. Voilà, c'est le vrai entrepreneuriat dans le sens où ça se développe au fur et à mesure. Voilà, donc, Oui, parce que finalement, pour l'instant, tu as une croissance qui est assez, j'ai presque envie de dire régulière, dans le sens où étape par étape, tu es en train de construire et ta marque et ton groupe. Je pense que chaque année, on découvre le groupe. Donc chaque année, on se découvre un petit peu plus. Ça va un peu plus vite qu'avant. Mais chaque année, on découvre c'est quoi Street Bangkok. Je pense que la temporalité et aussi l'époque le veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas fixer un plan à 5 ans et dire exactement ce qui va se passer. Mais effectivement, on a un groupe qui est parti de rien. Donc on n'avait pas de blé au début. Donc c'était moi, les premières équipes. Puis au fur et à mesure, voilà, où on a commencé à se développer. Il y a d'autres personnes compétentes qui sont venues dans le groupe. Justement, tu nous parles du fait que tu ne peux pas faire de plan à 5 ans. Si tu veux bien, on va faire un petit pas en arrière. On va revenir à début mars 2020. Ouais. À ce moment-là, l'État nous annonce que toute la France va passer en confinement total. Comment ça s'est passé pour toi ? Quelles sont les décisions que tu as dû prendre ultra rapidement ? Comment est-ce que tu t'es dépatouillé avec ça et avec tes équipes ? Et ensuite, comment est-ce que ça s'est géré dans les semaines et dans les mois qui ont suivi ? Si on doit revenir sur mars 2020, déjà, c'est beaucoup d'incertitudes sur le climat autour parce que personne ne savait vraiment ce qui se passait. Finalement, c'est quelque chose qui venait d'Asie ou d'autres pays, mais on ne savait pas trop ce qui nous tombait dessus. Donc, je pense que la première décision était l'envie de rester ouvert. Mais livraison, pas livraison, on n'en savait rien. Donc, c'était l'envie de rester ouvert. Et en même temps, une peur pour le personnel de savoir ce qui va se passer. Parce que si j'ai un manager d'une boutique qui rentre à la maison et que ses grands-parents sont là. Donc on a eu un peu peur au début, on s'est dit on va le tenter. En voyant l'état des troupes, on s'est dit il y a un peu de crainte, donc peut-être qu'on va laisser un peu tout le monde au repos et voir ce qui se passe. Donc c'était le premier choix. Le soir, on a appris qu'on était confinés
La première question, c'était de savoir comment on ferme un restaurant. Parce qu'on avait pris la décision de fermer X temps, le temps de voir ce qui se passait. C'était compliqué, parce que finalement, un restaurant, c'est une machine qui ne se ferme jamais. Tu le sais. C'est compliqué à fermer, et on a découvert que c'était très compliqué de les rouvrir aussi. Mais fermer le restaurant, c'était plus de 50 000 ou 60 000 euros de stock quand même. En cours. Première décision très entrepreneuriale. On a appelé notre fournisseur, parce qu'on avait beaucoup de produits de matières premières chères, finalement, Galanga, Citronnelle, tous ces trucs-là. On a appelé notre fournisseur à Rungis, on a dit vas-y s'il te plaît, prête-moi un regard surgelé à Rungis. J'ai dit est-ce que tu as des cellules pour passer tous ces trucs-là? Il me fait bah ouais, c'est notre métier. J'ai dit ok, on arrive demain à 5h du matin. Donc on a pris le camion à 23h, on a fait le tour de tous les restaurants, on a allé en cuisine centrale, on a trié, on a tout mis sous vide. On a la Rungis et on a tout stocké. Donc au final, je pense, on n'a pas perdu grand-chose. Donc c'était la première grosse décision. Action-réaction. Ouais. Il fallait qu'on stocke ça, ce qui pouvait se garder, bien sûr. Mais voilà, on a sauvegardé tout ça. Le lendemain, on est passé dans les boutiques. Voilà, donc on fait grand nettoyage. On a filmé un petit peu partout, etc. Donc voilà, c'était le premier truc. C'était donc la première réaction d'entrepreneur qu'il fallait prendre pour Street, mettre en sécurité un peu le staff, voir ce qui allait se passer, et sauvegarder les stocks énormes qu'on avait à côté. Pas de panique. De toute façon, t'es tous dans le même bateau. Oui, j'allais dire, rassure-toi, c'était le cas de tout le monde. Hein. Mais ça va, on l'a plutôt bien pris. Je pense qu'on était dans un moment où la santé primait surtout. Fallait juste essayer de sauvegarder l'entreprise au maximum. Voilà. Et à partir du moment où tu as compris que... Enfin, je recommence ma question. À quel moment tu t'es dit, OK, au vu de la situation, on peut penser à réouvrir certains points de vente pour de la livraison ou pour de la vente à emporter? Parce que ce que tu nous as pas dit depuis le début, c'est que les produits et les marques que tu as créées sont des marques qui, jusqu'à présent, même avant le Covid, fonctionnaient déjà relativement bien avec la vente à emporter et la livraison, non? Street Bangkok, déjà quand j'ai imaginé un produit de restauration, j'ai jamais imaginé 2 canaux différents en restaurant. Ça veut dire que ce soit une assiette ou une boîte à emporter qui rentre sur une ligne de production, c'est la même. Il n'y a pas de distinction. Quand tu vas bouffer en Asie, même en Asie, en Asie, en soi, tu prends de la nourriture sur place ou emportée, c'est la même. Ça reste de la nourriture. Donc nous, on devait, dès le début de Street, penser. Donc c'est même pas une question de livraison à emporter ou truc. C'était... Les salles sont pratiquement anecdotiques chez Street, même si on essaie d'apporter le service. C'est comme si tu avais un bout de salle devant une cuisine. Donc c'est un endroit de prendre et de s'asseoir après. Donc faire de la livraison, etc., c'est pas une question. On savait qu'on allait le faire. Okay. On savait la base est un des grands débats de la restauration, mais on fait quand même de la nourriture. C'est un truc que tu es obligé d'avoir pour survivre, quoi. Donc on savait qu'on allait rouvrir, faire de la livraison, du emporter, etc. Donc voilà, le modèle économique, c'était pas trop la question finalement. Je pense juste après, c'était finalement comment adapter son business model, etc. Parce que plateforme de livraison, c'est pas le même pourcentage. Oui, bien sûr. Donc il fallait voir est-ce que rouvrir, ça vaut le coup. Il y avait ça. Je pense que déjà juste un autre truc qu'il faut se dire aussi, c'est que on est en France, on a un peu de la chance. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous étatisés, je pense, sans l'État, genre juste, on serait mort, quoi. Ouais. Donc on a beau dire, on a survécu parce qu'il y a eu du chômage partiel. Donc il faut aussi se rendre compte de ça. Je pense qu'il n'y aurait pas eu, ce serait plus rien. Mais on avait des fourmis dans les pieds, donc on avait envie de redémarrer. Je pense que des staffs qui sont payés SMIC, voire un peu plus, ou même des salaires de manager, payés 84% du net, ne permet pas de boucler les fins de mois. Donc on a eu aussi du staff qui avait fourmi dans les pieds aussi pour revenir bosser. Donc, comme un accord, on s'est dit, vas-y, on recommence. On recommence et on va aménager un peu les boutiques, etc. On va faire comme s'il n'y avait plus de salle. On va réaménager un peu les emplois du temps et tout. Donc on a recommencé assez rapidement. Je pense qu'on a recommencé au bout de 3 semaines. Et ce, sur toutes les marques? Toutes les marques. Okay. Il était hors de question de faire un choix. Je pense que partout, on était dans tous les quartiers, les gens avaient besoin de manger. Donc il fallait qu'on apporte cette réponse et puis réouvrir. Et du coup, comment est-ce que tu as communiqué à tes clients le fait que tu réouvrais? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait déjà ou est-ce que naturellement tu t'es dit je réouvre, on va réavoir du flux via les plateformes, via le click and collect ou en tout cas via les canaux que tu as réouverts? Communiquer sur de la livraison, tu n'as pas forcément besoin de le faire. Les plateformes le font très bien pour toi. Justifient un peu leur com aussi.
sur place, hein, classique, hein, on a réannoncé sur les réseaux qu'on réouvrait. Je pense quand il y a de la lumière dans une boutique, les gens ils y retournent. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait. La communication, c'était pas vraiment. J'ai vu beaucoup de com pendant cette période-là. Je sais pas si tout était nécessaire ou pas. Juste à un moment donné, on a rouvert, ça a repris. On a fait retravailler notre personnel, etc. Et tout, ça a repris assez normalement, je veux dire. Il y avait juste des analyses structurelles à faire. C'est de se dire, aujourd'hui, tu as un restaurant à Bastille qui a 60 places assises. Comment tu fais pour le rouvrir sans la salle? Donc des trucs typiques de restauration, mais de technicité, on va pas y revenir. Mais il n'y a plus de salle à mettre en place, il n'y a plus de ça, il n'y a peut-être plus besoin de serveurs. Peut-être certains postes qui sont plus adaptés. Qui ne sont pas nécessaires, ouais. Ok, donc là, tu réouvres. Les clients sont au rendez-vous? Ouais. Bah, comme j'ai dit, les clients, peut-être qu'il y en a qui sont partis faire le confinement ailleurs, mais ils sont là. Mais en tout cas, pour toi, ils étaient là. Bah, ils habitent à côté. Il y en a qui ont recommencé à travailler. Il y en a qui avaient peut-être marre de faire des pancakes tous les jours chez eux. Donc ils ont commencé à recommander chez nous. Donc ouais, intéressant. On a commencé à rouvrir. Je pense que le fait de fermer un mois, ça a été une grande chance aussi. Parce que finalement, dans ma courte carrière d'entrepreneur, une pause, j'en ai jamais eu. Ouais. Je pense qu'on n'avait pas forcément besoin en boutique, quoi qu'on a réfléchi au produit, mais on avait besoin en amont. Ça veut dire comment nous on se réorganise, comment on essaye de poser des formations, comment on essaye de poser des process, comment on essaye de mieux s'organiser pour être plus efficace aujourd'hui. Finalement, cette période de Covid, c'était vachement un test d'agilité quotidien. Donc se poser un mois, ça fait du bien. Ça a fait du bien. Je pense que le plus technique de fermer, ça a été finalement l'approche financière, qui était compliquée. C'est de se dire, on a tout bloqué. Donc, on a bloqué toutes les charges, on a payé les fournisseurs, ce qu'on devait encore, ce qu'on avait consommé. Et on s'est dit comment on réorganise le business model pour garder de l'argent pour nous. Parce que street first. Non, c'est vrai, c'était les employés et tout le monde d'abord pour garder le microcosme en vie. Et de comment on négocie avec l'extérieur pour lâcher au fur et à mesure que ça rentre. Donc ça, c'était compliqué. C'était un formidable exercice, je pense. Donc voilà. Donc, parce que de période de difficulté, on n'avait pas vraiment connu. Avant, on développait, etc. Quoique j'avais toujours une petite... on n'avait jamais le temps de faire ce qu'on avait à faire sur les temps trucs. Ça a permis de faire ça, etc. Donc les clients, si on doit revenir à ta question, les clients étaient au rendez-vous. On a essayé d'améliorer des produits. Finalement, on n'a pas rouvert non plus avec toutes les cartes. Parce que la carte complète, parce qu'on s'est dit que ça demandait beaucoup de... Street, c'est une machine de production qui marche avec du volume. C'est la cuisine asiatique, ça a beaucoup de transformation. Donc pour faire de la transformation, il faut du monde. Ouais. Donc il faut avoir beaucoup de clients. Donc il faut avoir beaucoup de clients. Donc on a recommencé crescendo, au fur et à mesure, toutes les semaines, 2 semaines, un plat revenait, etc. Et voilà. Et les fournisseurs aussi en face, il ne faut pas oublier, c'est pas aussi simple de les réouvrir dans le sens où les fournisseurs, il faut qu'eux aussi ils réouvrent. Ouais, bien sûr. Dire que c'est un monde qui est à l'arrêt. Les mecs qui vendent des tomates ou des salades ou même du poulet, il faut qu'eux ils réapprennent à rouvrir aussi. Donc voilà. Donc on est allé crescendo, on a intégré les trucs à la carte et tout. Ok, très clair. Tu nous parlais justement de la partie organisation, la partie structurelle. Ouais. Pour toi, ce fameux mois et cette période, j'ai l'impression qu'elle t'a amené à réfléchir à comment est-ce que tu allais faire grandir ta boîte ou pas, ou en tout cas comment tu allais la faire vivre. Est-ce que pour toi, il y a un avant et un après ? Clairement, oui. Je pense que c'est peut-être le mois où j'ai eu le plus de migraines. Parce qu'on a envie de tout faire quand ça s'arrête. On se dit, ouais, il faut refaire ça, il faut refaire ça. Je pense que le produit, on peut l'améliorer comme ça. Je pense que nos process de contrôle, on peut les améliorer. Je pense que les formations pour les managers, comment on les implique aussi. Donc il y avait plein de choses. Ça brûlait dans tous les sens. Donc on s'est structuré. On a mis en place des moments de travail assez intenses, etc. Et donc voilà un petit peu au niveau organisationnel comment on a essayé de faire. Et aujourd'hui, suite à ce mois de travail, est-ce que tu estimes que avec ton staff, vous avez justement réussi à gagner un an. Ben voilà, tu as la réponse. Okay, tu me donnes la réponse. On a gagné un an d'organisation. J'espère qu'un jour, je pourrais te dire que ce qui a fait la différence, c'était cette période-là. Parce que je le sens. Je le sens. Déjà, je pense qu'il y a un truc, c'est que c'est dans les difficultés qu'on voit comment réagissent les gens. J'ai eu de la chance d'avoir une équipe ultra forte. Finalement, une équipe de jeunes qui avait envie de tout tabasser. Et puis finalement, de se dire, bah ouais, on remet les choses à zéro, à plat, et on voit comment
on retravaille et tout. Ils étaient tous à fond. Donc voilà, donc une énergie incroyable. Si on faisait faillite, tant pis, on ne peut pas se battre contre le vent. Exactement. Donc on a bien bossé, une extrême agilité, je sais que c'est un mot à la mode, hein, mais je l'ai senti. Mais qui est clé. Je l'ai senti pendant cette période-là. Avant, je le sentais moyennement, il y avait peut-être l'inertie du groupe, etc. Mais dans cette période, on a vraiment découvert ce que c'est que l'agilité. C'est que refaire des plans de trésorerie tous les jours, voir avec ton cuisinier quand il revient, voir comment on adapte les plats, lui dire finalement non, on doit changer un peu la recette parce qu'on n'a pas tous les produits. Voilà, donc... Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a, comme dans FIFA, ils ont gagné 3 ou 4 points tous. Bah oui, justement, j'ai l'impression que tu as une relation quand même assez intense avec ton staff. Toi, aujourd'hui, tu occupes quelle position au sein de ta boîte? Est-ce que, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ton staff? C'est une bonne question. De toute façon, c'est un tout, une entreprise. Je pense que moi, je suis la personne qui synchronise. Donc, je dois donner des impulsions sur du changement, sur des concepts très simples, mais de toujours être en mouvement. Donc, concept de lean, finalement, tout le temps des petites améliorations par amélioration. De jamais faire en sorte qu'on tombe dans le confort. Donc, toutes les semaines, rappeler qu'on n'est jamais arrivé. Donc, toujours de garder un peu ce truc. Et de synchroniser toutes les équipes, finalement, faire en sorte qu'ils arrivent tous à s'exprimer au mieux dans un cadre qui le permet. Donc c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est de réfléchir, mais avec tout le monde, mais un peu en amont sur la vision de la boîte, où est-ce qu'on veut aller, et de mettre en place le cadre pour qu'on y arrive. Voilà. Mais après, c'est toute l'équipe qui réalise tout ça. Donc voilà. 125 personnes, ça commence à faire un petit paquet de monde. On s'en rend même plus compte. C'est vrai. Non, ça monte crescendo. Après, il faut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Ma vision du management, c'est que je pense que ça devient compliqué de manager une équipe quand il faut manager peut-être 5-6 personnes et qu'après la personne... Elle-même manage 5-6 personnes. Je pense qu'il faut donner un grand focus à 5-6 personnes, créer leur cadre, partager des connaissances, travailler ensemble, de la vision et que ça se répande un peu dans la société. Et finalement, quand on travaille comme ça, on est à 125, on s'en rend plus compte. Ouais. J'espère qu'il y en aura encore d'autres et d'autres streets qui vont voir le jour. Là, on a beaucoup parlé du coup de la période de confinement, de comment est-ce que tu as réagi. Aujourd'hui, il y a eu réouverture quasi totale des établissements, avec des restrictions certes, mais quasi totales. On est actuellement dans un deuxième confinement. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton état d'esprit? S'il a changé? Il change au fur et à mesure de la journée, j'ai envie de te dire. Quand je me lève, il est plutôt bon. Non, l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, c'est finalement... c'est une question compliquée. Oui, ça c'est compliqué. Ouais. Il est bon, il est toujours dans le changement, il est toujours dans l'amélioration, mais il est aussi dans l'expectative. Donc, on avait l'impression qu'après le premier confinement, on était dans la bonne voie. Donc on avait, après il y a eu les nouvelles restrictions, seconde vague, tout le monde connaît, on a dû s'aménager en restaurant. Second confinement, on attend juste voir qu'on nous donne un peu de perspective, mais finalement on ne sait pas qui va nous la donner. Parce que on regarde le gouvernement, on a l'impression que c'est un peu comme nous. Donc voilà, je pense que c'est la survie, la croissance, c'est peut-être pas le sujet le plus clé là maintenant, j'ai envie de dire. Elle y était peut-être un peu après le premier confinement, dans le sens où il y avait une vision un peu plus claire. Aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours travailler sur les process, sur la nourriture, faire de son mieux, etc. Mais profiter de l'instant présent de sa société, essayer de comprendre. Et puis s'il y a une éclaircie, y aller à fond. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut attendre un petit peu ce qui va se passer en 2021, etc. Je pense qu'il faut absolument survivre. Il faut absolument servir de la nourriture partout là où il faut. Continuer à faire plaisir et puis voilà, mais l'optique c'est de se battre, j'ai envie de dire aujourd'hui. Ouais. C'est de rien lâcher. Et du coup justement à ce sujet-là, pour toi après toutes ces années d'entrepreneuriat et on peut le dire quand même un début de belle réussite, une belle histoire qui est en train de s'écrire, à ton échelle c'est quoi les clés en tant qu'entrepreneur pour y arriver là-dedans? Pour toi, qu'est-ce qui fait que
aujourd'hui, tu es encore debout avec tes équipes? Euh, je pense que le mot, c'est équipe. Donc, avoir de solides compétences avec toi. Je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est de revenir à la définition de base d'entrepreneur. Pas juste de start-upper ou truc, mais la version solide de l'entrepreneur. Ça veut dire pas avoir peur de mettre les mains dans la merde ou d'apprendre de mauvaises nouvelles. On est dans un monde où on est quand même, en France, on était très protégé, je trouve quand même, ESSEC Ventures, financement, etc., outils accessibles. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans la version dure dans l'entrepreneuriat. Donc il faut être solide, il faut pouvoir se réveiller le matin et de se dire, on commence un peu à zéro sur certains sujets. Et voilà, c'est... pour moi aujourd'hui, ouais, faut être un vrai entrepreneur, très agile, pas avoir peur effectivement de se remettre en selle assez régulièrement et de s'embrécher, de voir toutes les opportunités possibles. Voilà, c'est tout. Et puis se dire derrière, on prend des décisions pour 125 personnes. Ce qui est important. Ouais. Donc il faut se dire que ces emplois, on va les sauvegarder, ces gens, on va les faire travailler, et de se dire finalement, in fine, notre métier, c'est de produire de la nourriture. Donc, si tout le monde décide de faire la grève de la faim, Il y a un problème. il y a un problème, mais il y a des opportunités. Ouais. Donc voilà. Ok, très clair. Je pense que c'est une période qui, en tant que chef d'entreprise, te teste vraiment. C'est vraiment là où tu parlais d'un challenge. c'est plus qu'un challenge. Ouais. C'est toi, en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, comment tu réagis tous les jours, comment, face au monde, tu t'adaptes, t'emmènes ton entreprise, tu prends des décisions difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, des décisions difficiles, je n'avais pas pris beaucoup jusqu'à maintenant. Il y avait effectivement des sujets classiques, mais aujourd'hui, il faut prendre des décisions difficiles et se revenir à une définition d'entrepreneur pure. Je pense que je ne suis pas le seul, on est tous là, mais c'est à un moment donné, il faut affronter la réalité. Et voilà, et je pense qu'effectivement, il y a des moments, si j'avais pas agi, je pense qu'on aurait pu aller dans le mur. Plusieurs fois, il y a des décisions clés, etc. Donc, bien s'entourer de son équipe, être agile, être fort, j'ai envie de dire, au quotidien, essayer d'avoir une vision claire, quoi. Voilà. Dernière question, c'est Street Pigalle qui va ouvrir très bientôt. Ouais. Est-ce que tu es confiant pour cette ouverture? C'est un restaurant qui va ouvrir pendant le confinement. Donc, Ouais. on n'aura pas pu souhaiter une meilleure période, je pense. Non, je suis confiant parce que c'est un produit qui est bon, qui est même excellent pour moi, hein, la rôtisserie asiatique. On a beaucoup travaillé, il y a une forte expertise dessus. On a des très bonnes relations avec les partenaires de livraison. Je pense qu'une des décisions fortes, c'est de travailler main dans la main avec eux. Il n'y a pas le choix. Donc, on a de la chance d'avoir des bonnes relations. Donc on va ouvrir dans un premier temps en équipe réduite, on va ouvrir en livraison. Puis on suivra l'évolution, puis on ouvrira sur place quand on le pourra. Mais oui, si mon staff regarde, je dois leur dire que je suis optimiste. Il est avec vous, ne vous inquiétez pas, il est avec vous. non. Donc, non, ça va le faire. Demain, c'est quoi Street? C'est une bonne question. Il faudrait que j'ai un peu plus de réponses sur l'avenir. Mais dans un monde idéal, même si je sais que ça n'engage à rien, mais dans un monde idéal, c'est quoi qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui? Ce vers quoi tu as envie d'aller encore plus loin? Ce qui m'anime aujourd'hui dans le métier d'entrepreneur, c'est l'aspect humain. C'est l'aspect développement de staff, d'emmener des gens vers des horizons qui s'y attendaient pas. Et finalement, par tout ça, on améliore la marque aussi. J'ai envie que ce soit une marque très jeune qui donne sa chance à des jeunes. Donc c'est-à-dire que c'est une marque qui ressemble aux jeunes et où les jeunes commencent à travailler dedans, expérimentent, essayent. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Au-delà de l'aspect développement de la boîte, c'est vraiment ce côté humain qui est ultra important. Il y a certains staff ou employés, parfois on ne se doute pas des compétences qu'ils ont en eux. Il faut juste essayer de mettre en place le bon système pour qu'ils s'épanouissent. Donc voilà, ça c'est l'aspect qui me plaît bien dans le métier. J'ai envie que Steed devienne une entreprise de production de nourriture, véritablement. Donc aujourd'hui, pouvoir donner de la nourriture sur pas mal de canaux différents,
à la maison, au bureau, au restaurant, etc. Donc c'est important pour nous, c'est ça la base même. On est vers une cuisine de production. Donc finalement, tous les jours, on fait mijoter de la viande, on fait des sauces, etc. Et c'est de continuer comme ça, d'ouvrir des restaurants, de livrer des gens, de faire de la nourriture populaire, de faire développer du personnel. Et voilà. Trop cool, en tout cas on espère que ça va le faire pour toi et toutes tes équipes. J'ai une dernière question. Chez Tomorrow Food actuellement, là on se pose, on se demande vraiment si 2020 était un plat, et ce serait quoi? Norman, à ton avis? Déjà 2020 n'est pas fini, donc 2020 est pas fini. Alors quelle recette tu serais en train de préparer? putain, un truc à base de Red Bull, je crois. Est-ce que ce serait une vodka Red Bull? Pas forcément sur un plat, mais on pourrait l'imaginer en tout cas, ouais, ça ferait du bien. On retient pour Norman, c'est une Red Bull. Ok Norman, écoute, merci beaucoup d'être venu nous voir chez Tomorrow Food. La réserve et le studio Majorel te remercient. On espère que ça va aller pour toi et tes équipes, et quoi qu'il en soit, dès lors que Pigalle ouvre, on sera les premiers à venir commander un bon canard laqué. Merci, c'est cool, et je souhaite un bon courage à tous les autres aussi, métiers de la restauration, et de rien lâcher. Écoute, on leur transmet avec joie toutes tes pensées positives. Merci. Merci à toi, à très Salut. vite. Ciao.